Alors bonjour à toutes et à tous. C'est pas évident pour les conditions, mais pas prévenu que c'était une fête foraine. Et c'est pas grave, j'aurais rêvé de faire le clown. Alors, le sujet qui a été choisi, vous l'avez lu ou non? Non? Ah bah c'est encore plus simple pour moi. Donc les choix assumés sont bons. Donc on va essayer de réfléchir à ça. Vous savez que les Béné Israël, comme on l'a expliqué déjà 13 millions de fois à peu près dans les conférences, la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est un livre d'enseignement. Et que chaque passage de la Torah, en vérité, il vient pour nous enseigner un principe que nous, on va utiliser dans la vie. Et c'est un peu normal, puisqu'Hachem, avant de créer le monde, il a créé la Torah. Et il a créé le monde à partir de la Torah. Donc le monde, il est adapté à la Torah. Et l'homme, il vient du monde. Donc il est adapté à la Torah. Il faut juste avoir l'intelligence de consacrer quelques années pour pouvoir être certain qu'on a la bonne lecture de la Torah. Maintenant, il y a un événement dans la Torah où les Béné Israël, ils sont au Har Sinaï, et Akadosh Baruch Hu leur propose la Torah, et ils disent « Naaseh v'nishma » nous ferons et nous comprendrons. On a l'habitude de penser que ça veut dire que les Béné Israël, bon, ils ont été capables de s'investir sans comprendre, sans savoir. Ouais, mais en vérité, ça va un petit peu plus loin. Il faudrait peut-être les nourrir. Hein, parce que... Alors, qu'en vérité... Elle dit la Gemara dans Shabbat d'Arpechet, Amar Akadosh Baruch Hu, Hashem, il a dit, Mi Gila le Banaï, qui a dévoilé à mes enfants, Raz Zé, ce secret, chez Malaché Hacharet, Mishtam Shimbo, que les anges de service utilisent. Que quoi? Que Naaseh v'nishma. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle? Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde ce secret de Naaseh v'nishma, nous ferons, nous comprendrons, qui est utilisé initialement par les anges. Mais c'est très bizarre, parce que les anges, je rappelle pour ceux qui ont étudié un minimum, qu'un ange, c'est une continuité d'Hachem. Ça veut dire que quand Hachem exprime une volonté, cette volonté, elle se réalise, entre guillemets, sous la forme d'un ange. Alors c'est quoi un ange? Les gens ils s'imaginent une créature toute blanche avec des ailes et des plumes qui traverse l'espace. Non, en vérité, un homme qui est fait à l'image d'Hachem, quand il exprime une volonté, il crée ce qu'on appelle un kohar. Et un kohar, chez Dieu, ça s'appelle un ange. Chez l'homme, ça s'appelle une force. Pour ça, je donne toujours l'exemple des dommages. Dans les lois des dommages, si moi je me lève et je mets un coup de poing dans une vitre et je casse la vitre, je dois payer. Pourquoi? Zégoufi, c'est mon corps à moi qui a cassé. Mais si je prends une pierre et je la jette, pourquoi je dois payer? C'est pas moi qui a cassé, c'est la pierre. Je dis, oh, c'est toi qui l'as jeté. Mais non, si on était sur la Lune, elle aurait fait différemment. Donc c'est la gravité terrestre. Wow, l'attraction terrestre. Non, c'est toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet acte-là, il est rattaché à toi par la force que tu as développée. Et cette force, elle est l'expression d'une volonté. Donc en vérité, tu n'es pas puni, attention, pour avoir cassé la vitre. Tu es puni pour avoir eu la volonté de casser la vitre. Maintenant, comment on va quantifier la gravité? C'est du droit ça, ouais. Comment on va quantifier la gravité d'un acte par rapport à la conséquence? Alors qu'en vérité, ça n'a pas de sens parce que tu n'es pas propriétaire de la conséquence. Tu n'es pas en maîtrise de la conséquence. La preuve, celui-là, il voulait casser la vitre. Manque de peau, la vitre s'est ouverte. La fenêtre s'est ouverte. Il a cassé un vase à 182 000 €. Il dit au juge, mais moi, je voulais casser une vitre. Il dit, oui, mais monsieur, ce que vous avez cassé, c'est un vase. C'est pareil. L'autre, il voulait charrier sa femme. Mais aujourd'hui, il divorce. Tu vois, tu avais le niveau d'exagération. Ouais. Donc, en vérité, on n'est pas propriétaire de la conséquence. On est seulement propriétaire de l'acte. Et cet acte-là, encore une fois, il s'exprime par rapport à la volonté exprimée. Et Ratson en hébreu, c'est la volonté. Et Ratson, c'est la même gematria, la même valeur numérique que Mekor. Et Mekor, c'est la source. C'est-à-dire que la source de tout ce que tu fais, c'est la volonté. C'est pour ça que le plus important dans la vie, c'est de maîtriser la volonté, parce que c'est la volonté qui fait tout marcher. C'est ça qu'on dit Ratson et Adam ou Mauto. L'essence d'un homme, c'est sa volonté. Qu'est-ce que c'est un homme? Les gens, tu crois un homme? Un homme, c'est une personne, fait une famille, c'est un corps, c'est une personne, c'est une responsabilité, c'est une conscience, c'est une culture. Non, 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 non. Tout ça, c'est de l'habillage. La vraie définition de la personne, c'est sa volonté. C'est pour ça que quand la personne n'est pas en maîtrise de sa volonté, on a ce qu'on appelle l'immaturité,
elle perd entièrement sa valeur. Tu dis, ok, je suis immature, mais j'ai 44 ans. Je suis immature, mais je pèse 92 kilos. Je suis immature, mais j'ai 6 enfants. Je suis immature, mais j'ai 44 appartements. Oui, mais il manque le principal. Il manque la personne qui va gérer cette volonté. Comment on appelle en hébreu? Le da'at. Vous avez du mal à vous concentrer ou non? Je vous dis un secret, c'est le seul mérite que vous avez. D'accord. Donc faites l'effort de vous concentrer en un seul mot. Et bien, et si vraiment vous n'entendez pas, approchez-vous puisqu'on a gardé 6 ou 7 sièges pour les malentendants. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué, restez calme. Ici c'est marqué une chose extraordinaire. C'est que toi, tu vas fabriquer la personne qui va gérer la volonté. Tu ne fabriques pas la volonté. Les gens ils croient, je veux. Non, non, tu te détends. Un homme ne fabrique pas la volonté. Parce que d'où elle vient la volonté? Alors là, je m'excuse pour les gens qui redoublent dans mes cours, qui réécoutent, mais c'est pas grave, puisque moi, ça m'a pris des années pour comprendre, alors que je suis à l'origine de l'idée. Alors imagine le gars qui l'écoute. Ouais. Alors je vous donne une image, elle est très facile à comprendre. Ici, il y a du courant, voilà. C'est facile, il est là, donc vous êtes au courant, c'est pas grave. Alors maintenant, le courant, il arrive là-bas, c'est EDF qui a fait ça. Ouais, merci EDF. Le courant, il arrive là. Maintenant, le courant, il correspond à la neshama. Enfin, la prise de courant. Ouais. L'énergie qui sort de la prise de courant ça correspond à la volonté. Moi qui utilise cette énergie, ça s'appelle le moi, ça s'appelle la personne, ça s'appelle la conscience, ça s'appelle la... Ouais. Je prends cette énergie du courant, je la mets au frigo. Hop, le frigo il s'allume. Je branche la chaîne IFI, elle s'allume. Je branche la belle-mère, elle crame. Et oui, ça s'appelle une belle-mère branchée. Elle qui se plaignait tout le temps de jamais être au courant. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? En vérité, moi, j'ai seulement orienté une énergie. Vous me suivez? Oui, non, oui, non. Ok, à la limite, je peux attaquer EDF. Parce que moi, j'ai rien fait. J'ai juste déplacé l'énergie. Mais c'est ça qu'on te reproche. Mais c'est ça aussi ta valeur. Donc, en résumé, qui compte à peu près un an d'études profondes dans la Torah et à peu près 5 ans en psychologie, il faut faire la distinction entre le je, qui est l'homme, et le vœu, la volonté, qui est l'énergie de l'âme. Ça va? Il faut bien nuancer parce que quand on dit que la neshama, l'âme, elle est divine, vous le savez, elle produit cette énergie. Cette énergie, elle, dans sa nature profonde, elle est divine. Vous allez dire évidemment la question à 2 francs. Vous allez dire, mais je ne comprends pas. Si la volonté vient de l'âme et que l'âme est divine et que nous, on applique la volonté, donc nous, on est des robots. Oui, non? Vous me suivez ou non? Il n'y a plus de liberté puisque on est les exécutants d'une volonté qui nous vient d'une âme. Et l'âme, c'est un récepteur et Dieu, c'est l'émetteur. Émette. D'accord? Donc lui, il émet une impulsion, elle est captée par la neshama, elle passe par le jeu. Le jeu, il est pris en main par cette volonté, il applique la volonté. Donc on est des robots télécommandés. Tac, 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 tac. Ouais, presque des téléspectateurs. Ou des consommateurs, avec un remèze dans les 3 premières lettres. D'accord? Donc c'est marqué ici que la personne, en vérité, il faut faire la nuance. C'est quand on dit que la Aratson Novea Me Aneshama, la volonté vient de la Neshama, ça ne veut pas dire que c'est la volonté qui va te dicter, c'est la Neshama qui va te dicter ton choix. Mais la Neshama, elle donne la vie, elle donne la clairvoyance, elle donne cette énergie pure qui vient de l'âme. Toi, tu es l'orientateur de cette énergie. Tu prends l'énergie de l'âme, la vie, ce qu'on appelle la vie en éthique médicale, tu l'as mis dans l'intellect. Wow, ça s'appelle de la réflexion. Tu la mets dans ta voix, ça s'appelle la conviction. Tu la mets dans un projet, ça s'appelle la détermination. Ouais. Là où tu mets cette énergie, elle va donner la vie, c'est normal, puisque cette énergie, elle vient de la Neshama, et la Neshama, elle vient de Dieu, et Dieu, il est Mekor HaChaim, il est la source de vie. Maintenant, nous, en tant qu'humains, on ne peut pas créer la vie. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais. Mais on peut multiplier, on peut orienter, on peut déplacer la vie. Donc, petite nuance très intéressante, quand je dis « je veux », le « je » il est humain, mais le « veux » il est divin. Vous captez là ou non? Si vous captez ça, il y a très peu de gens, même dans les yeshivotes, qui ont entendu ça. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont tellement occupés à faire de la Gemara qu'ils ont oublié de réfléchir. Ouais, mais vous avez compris l'idée ou non? Je veux, je veux. Donc à chaque fois que tu dis « je veux », le « je » c'est toi. C'est la personne que tu développes, que tu construis, c'est ta maturité, c'est ton da'at, c'est ton sechel, il y a plein de mots pour ça. Mais c'est toi. Et c'est ce moi-là
la Anochiyut, on appelle en hébreu. C'est ce moi-là qui va gérer cette énergie de l'âme. Ça va. Mais si c'est pas toi qui le fais, comment ça se fait que tu fais des choses? Alors je donne la règle. Si tu es allongé à l'arrière d'une voiture, à l'arrière, sur le siège arrière, une grande voiture américaine, 9 mètres de long, le siège avant il est à 3 mètres du siège arrière, et toi tu es allongé à l'arrière, et la voiture avance. Alors je ne sais pas si vous avez tous le niveau d'abstraction pour absorber ce genre d'informations essentielles. Si tu es allongé à l'arrière d'une voiture et que la voiture avance, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. Je m'excuse. Voilà, j'ai été violent, j'espère que je dirai rien de plus grave dans toute l'après-midi. Vous avez compris ou non? Vous allez dire franchement, c'était pas la peine de venir de Paris, en plus des territoires occupés, de 93, pour vous dire des bêtises pareilles. Mais quel intérêt? Oui, non, ça sert à rien. Prenez le temps d'y penser. Parce que je rappelle que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms. Je vais peut-être baisser le niveau. Hein. Donc, sont des pronoms personnels. Mais c'est apostrophe, c'est apostrophe, c'est un pronom déterminant, nous, impersonnel. C'est, impersonnel. Écoute bien maintenant. Le niveau le plus haut de liberté et le niveau de plus haut de maturité, c'est quoi? Je fais ce que je veux. Il y a le jeu intérieur, le jeu extérieur. Le jeu intérieur, c'est celui qui maîtrise la volonté. Le jeu extérieur, c'est celui qui maîtrise l'acte. Maintenant, quand le jeu intérieur et le jeu extérieur sont les mêmes, en français on appelle ça être soi-même. Ouais. En psychologie on appelle ça cohérent. En hébreu on dit toho kebaro. Toho kebaro, ça veut dire qu'il faut passer un certain temps derrière les barreaux pour atteindre son toho. Non, personne ne réagit, ça fait plaisir de parler à un plat d'asperges. D'accord, non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous êtes avec moi, parce que les gens pour faire plaisir, ils remuent la tête comme ça, comme le chien en plastique à l'arrière de la R12, ouais. Donc c'est des images que vous avez. Donc l'idée c'est quoi? C'est que je fais ce que je veux, s'appelle la linéarité existentielle. Ce qu'on appelle en hébreu tzadik, c'est ça tzadik. C'est quoi tzadik les gens? Tzadik. Aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbi de Lubavitch, le 3 Tammuz. Vous savez ou non? Moi, je suis né le jour de son anniversaire, le 11 Nissan. Ma femme, elle est née le jour de la disparition de sa femme, le Kav Bet Shvat. Chabad al-Azman. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire que, donc, on peut dédier à l'Ilou Nishma du Rabbi, comme ça vous fera du mérite à tous, ouais, et à nous tous. Donc, on est en train de dire que, quand toi, tu as construit le jeu, c'est-à-dire la conscience intérieure, la maturité, la Hirat Shamaim, le Da'at, et que tu maîtrises le jeu extérieur, celui qui est dans l'acte. C'est comment ça se passe les gens? Oui, en théorie, je sais, mais à la Halémassé, oui, je sais que c'est pas bien la colère, mais quand j'arrive à l'action, j'y arrive pas. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une disparité entre ton moi intérieur et ton moi extérieur. Alors je vous donne une phrase de Ben Chetrit, ça va vous faire gagner 8 ans de thérapie, avec toutes les économies induites. C'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Donc si tu as un physique de 40 ans et un mental de 17, la distance entre les deux, elle crée le stress. Mais si tu as un physique de 45 et un mental de 45, ben, tu es toi-même, le même que toi. Ouais. Quand tu es toi-même, tu es en équilibre, tu es en cohérence. C'est quoi le symbole de l'équilibre et de la cohérence? La balance. C'est quoi le symbole de la justice? La balance. Donc tzaddik en vérité, ça ne veut pas dire juste, parce qu'il y a des justes qui sont justes. Non, tzaddik, c'est quelqu'un qui est cohérent. Donc il y a le Shulchan Aruch et il y a lui. S'ils font les deux pareils, ça s'appelle tzaddik. Ouais. Maintenant, tu fais du bien, tu reçois du bien. C'est la justice. Tu fais du mal, tu reçois du mal. C'est la justice. Tu construis ton couple, il est construit. C'est la justice. Tu éduques tes enfants, ils sont éduqués. C'est la justice. Tu les éduques pas, ils sont éduqués. Ah, il faut faire un test de parenté. D'accord? Si tu les éduques, ils ne sont pas éduqués. Ah, ils ont un mauvais caractère, c'est le caractère de la belle famille. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cohérence. Vous me suivez ou non? Donc si la justice, c'est la cohérence, donc le tzaddik, c'est quelqu'un de cohérent. Donc le rachat, c'est quoi? C'est quelqu'un d'incohérent. C'est facile, les gens ils se cassent la tête. Ah, bim, bam, bim, bête.
העניין, מה זה היסוד של הרשע? Mais c'est très simple, le fondement du rachat, c'est l'incohérence. C'est pour ça que chacun est libre de s'auto-analyser lui-même. Pourquoi attendre que le gars il t'insulte pour te dire que t'es un rachat? Toi-même, tu vois bien. Toi-même, tu prends la voiture Shabbat en chantant Vesha Mero Bene Israël et ta Shabbat, la Hazot et ta Shabbat et d'autres. Alors ton fils il te dit papa t'es goy. Quoi? T'es faux non? Tu parles comme ça à ton père? Mais papa tu m'as dit les gens qui prennent la voiture c'est des goy, donc toi t'es goy. Mais un goy, Shomer Shabbat. Non mais t'abrim al Rechaim. Ouais. C'est des cas compliqués. Donc c'est quoi l'idée? Le jeu, c'est un pronom personnel. Donc je fais ce que je veux, c'est moi. Mais si tu fais des bêtises, tu te mets en colère, tu maîtrises pas tes choix, tu dis n'importe quoi, et qu'à chaque fois qu'on te demande mais comment tu as pu faire une chose pareille, tu donnes la réponse la plus inadéquate possible, tu dis c'était plus fort que moi. Vous parlez français. C'était plus fort que moi. Moi, c'est moi. Plus fort que moi. Il y a un truc en moi plus fort que moi. Était, c'est le verbe, et c'est le sujet. Dis-moi, il y a un truc en moi, impersonnel, c'est facile, hein, t'as pas besoin d'affaire de 10 ans de psychanalyse pour ça, ouais. Il y a un truc en moi, et je le reconnais, puisque quand on m'accuse, je dis c'était plus fort que moi. Enfin dire non, j'avais envie de faire la bêtise, j'avais envie de faire la vera, j'avais envie de faire honte, j'avais envie de casser. Non, je dis non, excuse-moi, c'était plus fort que moi. Ça, c'est les 3 niveaux d'immaturité. Premier niveau d'immaturité, quand tu as fait une bêtise, la première réaction, c'est quoi? C'est pas moi. C'est pas moi. Tu dis, mais enfin chérie, il n'y a plus de confiture, il t'en a plein la figure. C'est pas moi. Tu dis, bon, c'est normal, il a 8 ans. Non, il a 38 ans. Ouais. Premier niveau, c'est pas moi. Deuxième niveau, attention, c'est à cause de toi. Ça s'appelle transfert de culpabilité, c'est le plus simple. Ouais, c'est à cause. Ouais. Troisième niveau, c'est quoi? C'était plus fort que moi. Je suis pas sur la photo, je m'excuse. Je sais pas, j'ai été embrigadé, je t'ai pris. J'ai dit, mais attends, mais on parle de quoi? On parle d'une responsabilité, on parle d'une maturité, on parle d'un da'at. Ouais. Et c'est quoi le da'at? Ben, le da'at, c'est cette conscience exacerbée que tu as d'Hachem et de toi-même. C'est pour ça que la Gemara dit En aniyut ka'aniyut da'at. Il n'y a pas une plus grande pauvreté. Celui qui est pauvre du da'at, il est foutu. Pourquoi? Tu dis, mais c'est pas grave, il faut des brels. Regarde Jacques, il a réussi. D'accord? Non. Restez concentrés. Ne me quittez pas. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Mais non! C'est qu'en fin de compte, le vrai brel. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais 14-15 ans. Moi, j'étais pas religieux, j'étais traditionnaliste. Et je priais Hachem, fasse que je ne sois pas un CON. J'avais très très peur d'être un CON. Ouais. Et que je ne subisse pas des CON. C'est-à-dire que je sois dépendant de gens qui sont CON. D'accord? Mais c'est quoi CON, la vérité? En restant poli, bien sûr. Ouais, parce qu'en fin de compte, c'est presque une caractéristique zoologique. Non, les gens ils croient que j'exagère, mais vous savez, moi les gens ils viennent chez moi, je dis, il faut travailler ta colère. Ah, Rav, c'est ma nature. Je dis, il faut arrêter de regarder les femmes. Ah, c'est ma nature. Il faut arrêter de mentir. C'est ma nature. Je dis, bah, écoute, pourquoi tu vas voir un rabbin? Va voir un vétérinaire. Parce que c'est ta nature. Maintenant, la question elle est, est-ce qu'on est là pour subir la nature? Comme ça, ils pensent les psychologues, suis ta nature, écoute ton instinct, aboie, ouais. Ou alors non, on est là pour maîtriser la nature. Est-ce que la volonté, elle doit être plus forte que la nature, ou est-ce que la nature, elle doit être plus forte que la volonté? Maintenant, nous, quand la volonté est plus forte que la nature, on l'appelle tzaddik. Quand la nature est plus forte que la volonté, on l'appelle rachat. Vous savez ou non? Mais pas rachat. Rachat, nevela, mouchrat. Non, simplement que la personne, elle n'est pas en maîtrise de sa vie. C'est dommage. Pourquoi? Parce que pourquoi moi j'avais peur d'être un CON quand j'étais jeune? Parce que moi j'avais peur de ne pas vivre ma vie. Bah oui. Parce que si tu vis à cause de l'autre, en fonction de l'autre, par rapport au regard de l'autre, parce qu'on te pousse, parce qu'on t'attire, parce qu'on te conditionne, donc toi t'es quoi, une boule? La boule de billard, elle attend un petit coup de pied derrière, hop, tu fais médecine. Un petit coup sur le côté, t'es plus celle-là. Un petit coup de l'autre côté, tu fais des bébés. Tu dis, mais et toi, t'es où, toi? C'est pour ça que j'ai remarqué une chose, les moins religieux, c'est le plus fataliste. Ça devrait être l'inverse. Nous, on est religieux. Akom des Shamaim, Khosmirabat Shamaim, tout est entre les mains d'Hachem. Non. Et là, on se bat. On dit, on va réussir, on va développer, on va faire. Les autres, ils disent, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? C'est ma nature. Qu'est-ce que je l'ai rencontré. Une fois, une femme, j'ai dit, pourquoi vous l'avez épousé lui? Elle m'a dit, il était à côté. Je dis, mais le poteau aussi. L'autre, elle m'a dit, il a beaucoup insisté. Un homme dit aussi, je me battais pour faire le Shalom Baïd.
Au bout de 3 heures de discussion, qu'est-ce qu'il me donne? Regarde l'argumentaire, regarde l'argument. Écoutez, moi j'ai pas vu les films d'horreur, envoyé spécial, j'ai pas besoin, je les ai devant moi, ouais. Il m'a dit, mais Rabbi Chetrit, vous comprenez pas. Écoute la phrase. Il m'a dit, c'est ma femme qui m'a épousé, c'est pas moi qui l'ai épousé. Vous me suivez ou là? Donc pourquoi la Torah elle a dit à Ishme Kadesh, l'homme il épouse la femme? Pourquoi? Parce que la Torah elle a été écrite par un macho? Parce que Moshe Rabbeinu était marocain, misogyne? Non, pas du tout. Restez calme. C'est parce que la Torah elle donne une mitzvah à l'homme de se marier. Tu sais pourquoi? Parce que sinon il se marie pas. La femme, t'as pas besoin de l'ordonner, elle veut. Depuis qu'elle est petite, elle rêve, mon mari, mon chéri, mes enfants. Mais le mari, oh, c'est obligatoire. C'est difficile. Vous me suivez ou non? Un gars, il avait dit ça, je me rappelle, j'ai un proverbe. Il disait, le problème, c'est que les hommes sont faits pour être célibataires et les femmes pour être mariées. Vous me suivez ou? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, on est obligé de lui ordonner le mariage en tant que mitzvah. Ouais. Maintenant, l'intérêt de la mitzvah, tu prends, tu acceptes, après tu réfléchis. Le contraire, la pensée, d'abord tu réfléchis, après tu acceptes. Ouais. Mais c'est très joli ça en théorie. Mais si tu ne tiens pas compte du Yetzer Hara. Mais si le Yetzer Hara, tu le mets dans l'équation, le choix il est terminé. Bah oui, pourquoi? Parce que ta réflexion, elle est influencée par tes intérêts. Les intérêts, ils orientent la réflexion. Donc en vérité, la vraie question, c'est pas de maîtriser la réflexion. La vraie question, c'est de maîtriser le taux d'intérêt qui influe sur ta réflexion. Ça va? C'est comme si toi, tu es un tireur d'élite. Tu es un tireur d'élite. Tu as fait 1000 tirs, tu as atteint 1200 fois la cible. C'est très rare. Ouais, ça doit être à Marseille, c'est pas possible. D'accord. Puis là, il va à un championnat du monde, il tire à côté, il tire à côté, il tire à côté. À la fin, il n'en peut plus. Il y a un gars qui dit, viens chez moi, viens. Je vais t'expliquer. Ici, ils ont triché. Ils ont tordu le canon. Ah bon? Mais 1 degré. Toi, tu vises pile dedans, mais il est tordu de 1 degré. Du coup, ça part à côté. Ça s'appelle le taux de déformation de la trajectoire existentielle. Donc toi, tu es un mec qui réfléchit. Toi, tu es une femme qui est équilibrée. Toi, tu sais ce que tu veux, mais il y a de la haine. Mais il y a de la peur. Mais il y a des complexes. Mais, je sais pas moi, il y a de la lourdeur. C'est le taux de déformation. Donc en vérité, l'intelligence, c'est pas le QI. Regarde l'oiseau, il en a plusieurs. QI. Ouais. Non, l'intelligence, c'est de maîtriser le taux de déformation des intérêts. Donc déjà, que tu connais chez toi la part d'intérêt, et deuxièmement, que tu la maîtrises. Maintenant, comment nous on appelle le générateur d'intérêt déformant de la trajectoire existentielle? Ben, Yetzer Hara. C'est facile. Eux, ils ont fait des trucs. Moi, j'ai des élèves à moi qui ont fait 11 ans, 12 ans, 14 ans d'études de psychologie. Il m'a dit, mais rien, tu as tout résumé. Tu dis, comment ça c'est? On fait 10 ans de fac. Le mec, tu dis Yetzer Hara, ça, il a tout compris. Une fois, je me rappelle, j'ai fait un cours sur Esav et Yaakov. Et ce gars-là, il passe beaucoup sur Internet. Il est professeur de neurosciences. Il a une tête de malade. Il forme des gens. C'est 5 000 € la formation. Je pense que moi, c'est gratuit. Ah, voilà, d'accord. Il me dit, écoutez, Ria, 4 ans, il est resté au courant. Il me cite, lui, dans ses conférences à des non-juifs, il cite Ben Chetrit, il a dit, Ben Chetrit, les gens, ils ne savent pas qui c'est ce Ben Chetrit. Le gars à côté du pape. D'accord. Donc, il est venu, il m'a dit, Ria, avec ce que tu as expliqué, Esav, et le Yetzer Hara, c'est l'expression physique de Esav, enfin, c'est le contraire, c'est Esav qui est l'expression physique du Yetzer Hara. Il a dit, j'ai compris la zone d'ombre chez Freud. Freud, vous l'avez connu, non? Un gars de chez nous qui était convaincu qu'il fallait dormir avec sa sœur pour aimer sa mère. D'accord? Non, restez calme, c'est beaucoup plus simple que ça. D'accord? Tu vois, à l'intérieur de la personne, il y a une partie lumière, c'est la conscience, il y a une partie sombre. La partie sombre, c'est un truc chez toi que tu n'arrives pas à expliquer. Tu ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, ça m'a échappé. Cette partie sombre, nous on appelle Yetzer Hara. Eux, ils l'appellent la névrose, la bipolarité, la schizophrénie. C'est pas grave. C'est juste des mots. Ouais. Maintenant, quand toi, attention, étant donné que le vide n'existe pas dans la nature, donc vous voyez cette bouteille, vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez? Voilà. Si, ça va?
Ça fait longtemps, hein, depuis. Si vous la videz de l'eau, vous la videz, elle se remplit d'air. Vous me dites si ça va trop vite. Hein. Qui c'est qui a mis l'air? Alors les scientifiques, ils vont dire, bon, la nature n'aime pas le vide, donc quand vous enlevez l'air, vous enlevez l'eau, il y a de l'air qui rentre. Super. Et l'autre, il va dire, Hachem, il a mis l'air. Genre, il a que ça à faire, il remplit des bouteilles toute la journée. Ouais. Il y en a qui vont dire, non, ça se fait tout seul. Ils croient ni en Dieu, ni en la science. C'est comme ça, c'est un phénomène qui se fait. Qui c'est qui l'a mis? Rien. Ça s'appelle l'air de rien. On dit ça souvent, oh, l'air de rien, l'air de rien. Ouais. C'est comme les gars, ils disent, bon, c'est pas que je l'aime pas, mais quelque part, bah, tu sais quoi, avant, on va quelque part, puisque tu me parles toujours de quelque part, là où tu es, en fait, compte. Pas là où tu crois être. Ouais. Rabotaï, deuxième acte de violence que je vais avoir avec vous, en fait, celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. C'est pour ça que le vélo revient à la mode. Vous me suivez ou non? Celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Ça va là? Ça vous sentez pas trop violenté au niveau du cerveau? Non. Vous allez dire, bon, c'est un peu simpliste. Non, moi j'ai arrêté de parler au premier degré vers l'âge de 9 ans. Donc tout ce que je vous dis, c'est au moins deuxième degré, au moins. Après, à vous de réfléchir, prenez le temps, 5, 8, 9 ans. Ouais. Quand je vous dis que celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau, ça veut dire celui qui a amené les soupçons, c'est celui qui a enlevé la confiance. Celui qui a mis la main dans la maison, c'est celui qui a enlevé le sourire. Celui qui a fait que la bouffe elle est insipide, c'est qu'il a arrêté de cuisiner avec son cœur. Il ne met plus d'épices, il ne met plus rien, il met de l'eau, il dit servez-vous manger. Ah, de toute façon, c'est bio. Quoi, c'est une raison de mourir, de souffrir. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que, en vérité, quand tu ne t'impliques plus dans une réalité, tu n'es pas impliqué. Mais comme la nature n'aime pas le vide, donc quand ce n'est pas ton jeu qui en maîtrise, c'est lié de ça. Donc quand tu dis en français « je n'étais pas moi-même », c'est que c'est toi-même qui as libéré la place pour. Quand le gars il me téléphone, il me dit « Rabbi Chetri, j'ai vérifié la truc téléphonique de ma femme et j'ai vu qu'elle est restée 23 heures avec un gars. Je vais aller, je vais le tuer, je vais les tuer les deux, je vais les crucifier, je vais les détruire. » Je lui dis « Attends, excuse-moi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ah, je suis dans l'événementiel. Tu es souvent à la maison? Non, très peu. Ben, toute la semaine je travaille, le Shabbat je dors, le dimanche je sors. Je dis, et la famille? Option. Je fais donc sur l'emploi du temps de ta femme, il y a marqué servez-vous. Libre. Non utilisé. Donc c'est toi qui as créé, c'est le vide de toi qui a fait un appel d'air de l'autre. Parce que d'où ils sont l'autre? Donc on dit aux gens, parlez avec votre femme, parlez avec votre mari, prenez du temps. Les enfants c'est pareil. Ouais. Les enfants, tu es avec eux, tu crées le lien. Tu dis, j'arrive pas à créer le lien. Eh bien lui, il crée le joint. Les goïms, ils disent ça, les goïms, les psychologues, ils disent, la drogue, c'est la maman et le flic, c'est le père. Donc toi, tu fais pas l'autorité, il va chercher le flic. Toi, tu donnes pas la tendresse, il prend la tendresse artificielle. C'est évident. Tu dis, mais pourquoi? Mais pourquoi il a besoin? T'as déjà vu un gars qui a les deux jambes qui se balade avec des béquilles? Donc s'il a des béquilles, il a les jambes cassées. Non! Il peut croire qu'il a les jambes cassées. Donc la fille qui n'a pas confiance en elle, elle va dire, moi je vais me marier avec un brel. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle dit, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. C'est là qu'elle connaît par cœur le programme. Mais elle arrive à l'examen, elle est sûre qu'elle va planter. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est petit, t'es moche, t'es grosse, tu comprends rien, t'as des boutons partout. Elle n'a aucune confiance en elle. Elle arrive devant la feuille paralysée. Mais elle connaît tout. Elle sort de là-bas, on lui pose des questions. Elle connaît tout. Tu dis, mais je comprends pas, tu connais tout. J'ai pas confiance en moi. Mais dis-moi, c'est quoi le manque de confiance en toi? Ça veut dire qu'entre le moi intérieur et le moi extérieur, il y a une distance. Donc ton degré d'efficacité, il est divisé par la distance entre toi et la réalité. En français, ça s'appelle être bien dans sa peau. Donc quand la peau, elle colle à la main, tu peux. Mais si la peau, elle flotte et que la main, elle est ici, tu ne peux pas agir. Tu es inefficace. Tu es inadapté. Ben, c'est exactement pareil. Si quelqu'un, il a compris, encore une fois, que la volonté, la nature profonde de la volonté vient de l'Aneshama. C'est énorme, elle est infinie. Ouais. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a du génie? Qu'est-ce qui fait qu'on comprend des choses extraordinaires? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à la clairvoyance?
C'est parce que c'est l'énergie de l'âme. C'est la puissance de l'âme, c'est la lumière de l'âme. Mais le problème, c'est que la lumière de l'âme, elle est loin. Ouais. Et que le relais qui fait que l'énergie de l'âme, elle peut arriver dans mon corps, et arriver dans ma vie, et arriver dans mes choix, c'est moi. Donc quand vous avez une lampe, et que vous avez les piles, et vous avez l'ampoule, mais il manque le petit bout de métal, de rien. Combien il coûte celui-là? 1 centime. 1 centime. Le mec, il a acheté une lampe. Vous savez, les torches américaines, là. Ouais. Pas les torches, d'accord? Le gars, il a payé 1000 euros. Il dit, elle marche pas, monsieur, elle marche pas. Il retourne, il la renvoie en Chine, il lui renvoie. Il dit, mais c'est pas possible, écoutez, c'est 1000 euros. C'est toute la police américaine, elle a ce genre de torche. Elle éclaire à 1 kilomètre. Il ouvre la torche, il voit, il manque un petit bout de métal de rien. Le contact entre la pile, source d'énergie, et l'ampoule. Eh bien, l'ampoule, c'est toi. La source d'énergie, c'est la neshama. Si entre les deux, il manque la conscience de soi, il manque la volonté, il manque la maîtrise, il manque le respect de soi, il manque la connaissance de soi, l'énergie ne passe plus. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un potentiel extraordinaire, mais que ça n'est pas jamais le potentiel. Une fois, j'ai dit ça à une femme, j'ai dit, mais madame, votre mari, au fond, c'est quelqu'un de bien. Au fond, c'est quelqu'un de bien. Elle m'a dit, écoutez, je ne vais pas vivre toute ma vie avec un scaphandre. Au fond. Là, j'ai dit, mais votre femme, elle a un très grand potentiel. Je dis, à 8 ans, tu as un potentiel, c'est magnifique. Mais à 58 ans, un potentiel, c'est décourageant. Tu vas chez Bricorama, tu achètes une corde et un tabouret, tu cherches une solution. Non, c'est pas une halakha, c'est une idée. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle comprend qu'en vérité, c'est dommage qu'il manque ce petit truc. C'est un détail. Encore la semaine dernière, je recevais une jeune fille sympathique, intelligente, religieuse, bien dans sa peau. Non, Chidour, non. Chaque fois, il est trop intelligent, il est trop, j'arrive pas, nanana. Je dis, mais en fait, c'est juste, elle n'a pas confiance en elle. C'est comme une montre, je lui ai dit, c'est comme une montre suisse, 280 000 euros. C'est-à-dire les Mziana. Ouais. Chaque pièce faite à la main, 4 ans et demi pour la fabriquer, elle ne marche pas. Le mec, il dit, elle ne marche pas. Si elle ne donne pas l'heure, je la jette. Il va chez un gars, il dit, écoutez, vous me l'expertisez, 400 euros. 400 euros, déjà 280 000 euros, plus 400 euros. Mais de quelle ville du Maroc tu viens? D'accord. Donc maintenant, le gars, il ouvre la montre, il voit un grain de sable. Combien il coûte le grain de sable? C'est même pas évalué. C'est que dalle. Tu vas à la plage, il s'est jeté. D'accord? Mais ce grain de sable, il bloque tout. Il bloque parce qu'il manque la confiance. C'est pareil. Un couple, ils n'ont pas établi la communication. Rappelez-vous que communication, communiquer comme un, comme un. Maintenant, quand on n'arrive pas à communiquer, alors c'est dommage. Il y a de la bonté, il y a de l'amour, il y a de l'intelligence, il y a de la Messirut Nefesh, il y a la perruque, il y a les tefilines, il y a le dafayomi. Mais il n'y a pas de communication. Storbo. Ça va? Ça va. Tu sens que l'écho, il met du temps à venir. Tu es heureuse? Arrête de poser des questions idiotes. On fait le 5e dans tes rêves. Il n'y a pas de communication. Ça fait de la peine. Je les vois les deux, ils sont magnifiques. Le plus rigolo, et c'est ça le plus symptomatique, c'est que ces gens-là, ils communiquent avec le monde entier. Sur celui-là, elle communique avec le monde entier. Lui, il communique avec le monde entier. Ouah, le communicant. Les deux, ils n'arrivent pas. Comme ça. Maintenant, lui, il dit, mon père, il n'a jamais parlé à ma mère. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord. Donc, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut tirer les leçons. Avon avot albanim. Les fautes des parents, ils reviennent sur les enfants. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Quand les enfants, ils font les mêmes fautes que les parents. Donc, tu as vu ton père, comment il se conduisait? Tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Ton père, il t'enseigne ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu as vu l'hystérie de ta mère. Tu as vu le stress qu'elle mettait dans la maison. Parce qu'elle était en panique tout le temps à cause de ses origines espagnoles, puisqu'ils paniquent tous dans la famille. Ouais. Donc toi, tu dis, je vais être la sérénité. Nahatrouah, bonsoir, je suis content de vous voir. Respire, tout va bien, je vous aime, on est bien. Viens, profite du temps, profite du soleil. Nahatrouah. Ou alors une pile. C'est vrai, il y a des gens, ils s'approchent, ils t'énervent. Mais ils n'ont rien dit encore. Tu parles, des fois j'ai des couples comme ça en Zoom, je
préférais les avoir loin, mais ils sont en zoom. Maintenant, je parle. Je dis, madame, n'intervenez pas. Alors elle fait. Je dis, madame, fermez-la. Mais je n'ai rien dit. Mais je dis, mais votre silence, il est bruyant. Elle le stresse. Et lui, il est devenu un exomile. En suspension dans un espace vaporeux non délimité. C'est la seule manière qu'il a trouvé de se protéger. L'autre, c'est une cocotte minute. Et lui. Maintenant, lui, moins il réagit, plus elle s'énerve. Elle, plus elle s'énerve, plus il s'évape. Il part. Genre, il travaille en face, il met 1h30 pour rentrer. Ah, c'était bouché. Mais comment c'est bouché? Tu travailles en face. Il ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Les gens, ils croient communiquer, ça veut dire rien que parler. Non! Regardez nos parents, ils ne communiquaient pas. Tu te rappelles, on vous appelle la génération, ils se regardaient, ils se comprenaient. Ça va. Ça va. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la communion, c'est pour créer de l'union. Mais il y a des gens, ils sont malins. Ils créent l'union avant de créer la communication. Maintenant, avant, les gens, ils parlaient peu, mais ils étaient liés. D'ailleurs, quand tu voyais, il y en a un qui mourait à 90 ans, un an après, l'autre, il meurt. Il ne peut pas rester un sans l'autre. Toujours, je raconte cette histoire. Un ami à moi, il a perdu sa mère. Ils étaient au cimetière, bon, il l'a enterré, bon, allez, l'ahma, tout ça. Allez, ils arrivent à la maison. Le père, il enlève les écouteurs, les trucs, là, les phonotones, je sais pas quoi, il les pose. Sonotone, voilà, sonotone. Ou monotone, je ne sais plus. Alors, il a dit, papa, pourquoi tu enlèves les appareils? Il a dit, il ne marche plus. Alors, le gosse, il dit, bah, papa, on va te changer les piles, tu sais, c'est quand même 2500 €. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez la phrase, c'est violent, vous êtes bien ou? Il a dit, j'ai personne à écouter. Tu mets les enfants, les petits-enfants, ouais, c'est accessoire, c'est folklore. Mais sa moitié de Neshama, il est parti. Lui, qu'est-ce qu'il attend de la retrouver? Maintenant, les gens qui se sont fuis pendant 40 ans, tu crois que ça leur fait de la peine que l'autre il meurt? Il y a au moins quelques années de tranquillité. J'exagère. Mais si peu. D'accord. Donc c'est quoi? Donc l'idée, c'est simple. Or, toute la symbolique de l'union qu'on a dans le couple, de l'union qu'on a avec ses enfants, de l'union qu'on a avec l'autre, c'est seulement un entraînement pour la communion avec Hachem. Vous savez ou non? C'est quand on te dit tu dois faire un avec l'autre. Alors dans les Sifrei Moussar, c'est marqué, tu dois chercher le Tselem Elokim de l'autre. Mais le Tselem Elokim, c'est quoi? C'est la silhouette divine, c'est-à-dire c'est la Neshama. Maintenant la Neshama, elle vient de Dieu. Donc en vérité, tu cherches Dieu chez l'autre. Après, tu cherches Dieu chez ta femme, tu cherches Dieu chez ton mari, tu cherches Dieu dans la réalité, ça s'appelle la Emouna, tu cherches Dieu dans l'avenir, ça s'appelle le Bitachon. Donc en fait, on passe notre vie à essayer de faire un avec Dieu. Mais comme c'est très compliqué parce qu'on ne le voit pas, donc le bon Dieu, il dit, je vais te donner des systèmes, je vais te donner des repères, je vais te donner la réalité, je vais te donner le couple, je vais te donner les enfants. Mais à chaque fois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est l'essence du ciel. C'est pour ça que les gens superficiels, ils sont super, mais ils sont ficiels, ce qu'on appelle des téléspectateurs, ouais. Ils sont enchaînés, parce qu'ils ont plus de 200 chaînes, câblés en plus, c'est-à-dire ils sont foutus, ouais. Quand ils essaient de rentrer dans quelque chose d'intéressant, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont superficiels. Maintenant, celui qui est dans la superficialité, donc il est dans la superficie. La superficie, c'est la partie extérieure, ce qu'on appelle en hébreu la chesuniut, l'extériorité. La Torah, elle veut la rohaniout, la pnimiout, on veut l'intériorité. Le problème, c'est qu'il faut aller la chercher, la pnimiout, elle n'est pas accessible comme ça. Parce que quand la pnimiout, elle devient accessible, elle s'appelle de la hetsuniut. Quand la religion, elle devient facile, ça s'appelle du folklore. Tu peux acheter un chapeau, ça coûte 100 €. Un frac, combien? 200. Ouais. Mais des midotes. Finir le Talmud, tu dis je préfère l'acheter, je l'achète, je le mets à la bibliothèque, il est là, il est beau, il est tout neuf. Je ne l'ai même pas déballé parce qu'on ne sait jamais, des fois que je lâche tout, au moins je peux le revendre. Ouais. Non, ta Gemara elle doit être usée, ouais, ton cerveau il doit être fatigué. Je vois les gens, ils rêvent de mourir en pleine forme, mais quel intérêt? Ouais. T'as usé ton Yetzira, t'as usé ta bêtise, t'as usé ta gava, tu l'as concassée, fracassée, détruite. Tu dis, oui, mais alors quoi? Alors il faut s'annihiler.
Mais t'as pas compris que le jour où ta gava, elle meurt, toi, tu nais. Le jour où ta bêtise, elle meurt, toi, tu nais. Le jour où ton intérêt, il meurt, ton objectivité, elle naît. Donc, combien il faut tuer pour être vivant? Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, non, moi, j'ai tué personne. Donc, eux, ils sont parfaitement nuls. Ça veut dire qu'ils ont atteint le niveau de la perfection dans la nullité. Tu dis, mais c'est pas ça, on veut casser. Va, casse tes midotes, va te prendre une harchouma, va demander pardon, va t'excuser. Tu sais quoi? Même va dire à l'autre qu'il a raison quand t'as raison. Ah, c'est dur ça quand même. Et la vérité, qu'est-ce que t'en fais? C'est la vérité. Hachem, il a enlevé le émet pour le shalom. Et toi, t'as divorcé pour avoir raison. C'est-à-dire que vous êtes montés à l'envers les deux. T'es pile à l'extrême contraire. Et le gars, il vient chez moi, il me dit, ah ben Chétri, vous avez vu, bon c'est vrai on a divorcé, mais j'avais raison. J'avais raison. Eh ben, la cavote, voilà, t'es seul dans un studio, tu payes 2 maisons, la pension, elle t'a tout pris, elle t'a vidé la maison, même la voiture, elle t'a pris. Ton costard, tu l'as loué tellement t'as plus rien. Mais tu as raison. Voilà, les enfants, tu les as une fois tous les 4 mois. D'accord? Et c'est bien, mais c'est toi qui avais raison. Peut-être c'était mieux d'avoir tort. Vous suivez ou non? J'ai tort. Moi, je me rappelle dans la dialectique, c'est-à-dire le rapport qu'on entretient dans le discours avec l'autre, des fois, que l'autre, il a du mal à accepter la vérité que tu veux lui exprimer, tu sais ce que tu fais? Tu dis ton point de vue en son nom. Tu dis, mais je peux pas, c'est mon point de vue. Qu'est-ce que tu t'en fous? Toi, tu cherches la vérité ou tu cherches à avoir raison? Tu veux la vérité? Tu dis ton point de vue en son nom. Ah, tu sais, quand tu as dit ça, c'est extraordinaire. Ça tient la route, voilà la preuve. En fait, tu fais la démonstration comme si c'était la sienne. Le mec, il dit, ouais, c'est vrai, c'est énorme ce que j'ai dit. Mais il n'a pas dit. Mais il est content. Et donc content. Il y a tant. Comme dans Oran. Oran, quoi, c'est Oran. C'est une ville d'Algérie. Oran, autant. C'est un Serge. Donc, ici, c'est la même chose. Dis quand la personne, en vérité, toi, tu veux le shalom. Tu t'en fiches d'avoir raison. Toi, dans le business, tu veux que tout le monde gagne. Tu veux que le client il soit content et le vendeur il soit client. Il soit content. Tout le monde est content. Toi, tu dis non, je veux qu'il meure. Je veux l'ouvrir. Je veux lui prendre sa neshama. Je veux qu'il se suicide après la vente. Il y a des gens comme ça. Ils ont inventé le presse-citron, mais eux, ils ont inventé le presse-client. Ils lui enlèvent la neshama. L'autre, il a inventé le presse-employé. Il le fait travailler le jour, la nuit, plus harcèlement, plus stress, plus malaise, plus truc angoisse. Ah, il est content. Il a économisé cette année 13 000 € parce qu'il n'a pas augmenté. Ok, mais le gars, il t'a ramené 3 milliards en chiffre de vente. Et toi, tu l'étouffes. Tu dis, mais c'est comme ça qu'on fait des bénéfices. Mais quel bénéfice? Le mec, il te maudit tous les matins. Donc, à la fin, lui, il est renvoyé. Il t'envoie au prud'homme. Et toi, tu prends une leucémie. Et tu dis, bon, ça va. Pourquoi une leucémie? Parce que tu t'es fait du mauvais sang. Bon sang. J'ai eu un coup de sang. Vous suivez ou non? Pourquoi? Parce que toi, tu cherches toujours combien tu gagnes de 2%. Encore 1%, encore 1%, encore 1%. Non! Il faut que le client il soit content. Vous êtes content, monsieur? Vous êtes bien? Oui. Moi aussi, je suis content. Une fois, ils sont venus, une équipe de peintres chez moi à la maison. Bon, c'était des Égyptiens ou je ne sais plus. Je leur ai dit, combien ça coûte pour repeindre toute la maison? Le mec, il m'a assis un prix à l'époque, je sais pas quoi, 20 000 francs, des francs. Je dis, écoutez, monsieur, moi, vous avez vu cette maison? Vous avez vu ma tête, vous avez vu ma barbe, vous avez vu les portraits là, des rabbins, vous avez vu les livres? Il m'a dit oui. Vous avez compris ce que c'est cette maison? Oui. Je dis, moi, le prix, je ne vais pas discuter avec vous. Je ne vais pas discuter. D'accord? Je ne vais pas être derrière vous, je ne vais pas être derrière. Et refais-moi ça, et combien tu as fait de couches, et pourquoi? Et tu n'as pas fait l'enduit. Pourquoi? Parce que cette maison, il y a une seule règle. Le mec, il me regarde comme ça. Il dit, quelle règle? Je dis, cette maison, la règle, c'est khafullah. Je traduis pour ceux qui ne veulent pas s'intégrer à la France de demain. Ouais, ça veut dire la crainte de Dieu. Le gars, il s'est mis à trembler, comme ça. Hein. Bémet, il a fait comme ça. Il a été voir tous les peintres, il leur a dit, repasse une couche ici, refais l'enduit. J'ai rien dit, moi. Ni je t'ai insulté, ni je t'ai tordu, ni je t'ai étouffé. Je t'ai dit, ici, monsieur, il y a une seule règle, c'est la crainte de Dieu. Ou on travaille dans la même longueur d'onde, ou sinon, c'est qui c'est qui lui coupe la tête, qui c'est qui lui coupe les jambes, qui c'est qui lui coupe les bras. Mais à la fin, ça ne sert à rien. Parce que tu as tordu le client, un peu tu dis, c'est marrant, la maison, elle s'est fêlée de haut en bas. Oh, c'est fêlé. D'accord? L'autre, il a acheté, mais la mort dans l'âme. Parce que tu l'as étouffé, tu l'as menti sur le crédit. Du coup, il se retrouve avec un crédit revolver, il ne lui reste plus qu'une seule solution.
Pourquoi faire? Mais ce n'est pas des bénéfices. Les bénéfices, c'est le ben et le fils, ils sont contents. Mais toi, tu n'as rien gagné. Pourquoi faire? Eh bien, c'est pareil. Toi, tu dis, moi, c'est ma femme, je l'ai éduquée, ma femme, je l'ai maîtrisée, ma femme, je l'ai truquée. Ok, mais elle est en dépression, qu'est-ce que tu as gagné? Moi, mon fils, moi, chez moi, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, alors, eh ben, celui-là est toute la journée aux toilettes en train de faire des expériences que tu te demandes. Celui-là, il n'a aucune confiance en lui. Celui-là, il essaie de se fixer une ligne, mais il aspire sous prétexte qu'elle est blanche. Je dis, mais comment ça se fait que tous mes enfants, ils sont comme ça? Je dis, bah, tu les as castrés mentalement. Tu les as détruits. Je vous donne le secret, hein, pour faire gagner du temps, parce que vous n'avez pas peut-être le temps d'écouter tous les cours sur l'éducation. Les enfants, si tu les stresses, ils deviennent hypocrites. Si tu leur fais confiance, ils deviennent autonomes. Maintenant, le problème, c'est que pour faire confiance à l'enfant, il faut que tu aies confiance en toi. Mais quand tu n'as pas confiance en toi, qu'est-ce que tu fais? Tu transmets ton manque de confiance. Alors quand il est petit, fais attention, tu vas te faire mal, fais attention, tu vas attraper froid. Mais papa, on est à Marseille, il fait 28. Et alors, tu peux avoir un microclimat. Là, il vient chez toi, le vent du Canada. Et après, quand il est plus grand, tu n'as pas assez travaillé. Tu vas te planter à l'examen, ça ne marchera pas. Tu vas au rendez-vous, mais je ne te sens pas prêt. C'est pas comme ça qu'il fallait faire, tu fais pas ce que je te dis. Tu m'étonnes qu'il est mort. Une fois, un papa, je me rappelle, lui c'était un cas d'école, hein, vraiment dans le... C'est-à-dire, lui, en psychologie, il s'appelle Terminator. Après lui, il n'y avait plus rien, tout le monde était mort. Ouais. Et son fils, malheureusement, il a réussi. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, vous êtes content? Il m'a dit, oui, je suis content. Je lui ai dit, vous êtes content? Je lui ai dit, je peux vous dire la vérité? Il m'a dit, allez-y. Je dis, de vous à moi. Allez, on part de pair à pair. Et les deux font la paire. Ouais. Je dis, au fond, votre fils, quand il a réussi, ça vous a déçu? Parce que vous étiez convaincu qu'il allait se planter, il a réussi. Genre, il m'a déçu en réussissant. C'est psychiatrique. Ouais. Normalement, les gens, ils te déçoivent quand ils se plantent. Mais quand il réussit, t'es déçu. Il a donné temps. C'est marrant, non? C'est intéressant. Non, c'est vrai. C'est un spécimen. Voilà. Je dis, c'est de la pour moi, c'est de la zoologie. On a fini la psychologie, ça y est, c'est même plus à la mode. Ouais. Donc cette idée-là, c'est seulement qu'il ne faut pas faire la psychologie de l'autre, c'est pas intéressant. Il faut faire la psychologie personnelle. Ça s'appelle le moussard. C'est ça le moussard. Les gens croient moussard. Le moussard, c'est de mettre une caméra au-dessus de ta tête, plus ou moins sophistiquée, d'accord? Et se regarder vivre, et de s'auto-analyser. Ouais. Tu t'écoutes parler, tu t'écoutes penser, tu te regardes agir, et tu tires les leçons. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si vous croyez en Dieu ou non? Oui, non? Entre nous, vous pouvez être sincère. Si on croyait en Dieu, on ne se plaindrait jamais. Si on croyait en Dieu, on ne faudrait jamais. Si on croyait en Dieu, on accepterait notre réalité. Si on croyait en Dieu, on ne se plaindrait pas de notre conjoint. Si on croyait en Dieu. Donc il y a encore un peu de boulot, un petit peu. Un petit peu, ouais. Je vous ai déjà dit 1 million de fois, et je répète, c'est pas grave, c'est que l'aïmouna, c'est pas seulement de manger cachère, et de faire Shabbat, et de mettre les tefilines, ça c'est évident, puisque tu es juif et que ton père a coupé court à la discussion. Puisqu'il te l'a mis là, d'accord? Donc, l'aïmouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Quand vous êtes là, moi je suis là, ouais. Moi, je pourrais dire, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai fait 3 heures de train. D'accord? J'ai couru pour ne pas rater le train parce que j'étais syndac ce matin de mon petit-fils. Je ferai une bracha à la fin. Et ça va vous coûter. Donc il fait chaud. Ils ont oublié de mettre la clim. Ils ont mis dans un western mais avec ambiance de l'époque. Ouais. Heureusement qu'il y a un micro. Il manquait plus que les chiens dans la salle et on était... Ouais. C'est pas grave. On est là. Le bon Dieu il a voulu qu'on soit là. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Vous, c'est pareil. Vous pouvez dire j'ai chaud, c'est pas évident, j'arrive pas à me concentrer, il y a les bruits dehors. Vous avez le libre arbitre. Natati lefanecha et ta conférence, ve et un brouhaha. Ou baharta bahai. Toute la vie, c'est comme ça. Ouais. Donc on a vu devant une réalité. Ah, aujourd'hui, madame, elle fait la tête. Baharta bahai. Ah, tu dis, mon mari, il comprend pas du premier coup. Baharta bahai. Tu vas exprimer méchamment ou gentiment. Baharta bahai. Rappelez-vous, tout ce qu'on peut obtenir par les pressions, on peut l'obtenir par les encouragements. La seule différence, c'est que quand tu encourages, toi, tu as la pression et l'autre, il se sent bien.
Mais quand tu mets la pression, l'autre il se sent mal et toi tu sens bien. Tu dis, moi je fais un kiff, tu lui tords le nez, tu dis, mais pourquoi tu pleures? Donc la maturité, c'est de se mettre la pression. D'accord? L'immaturité, c'est de mettre la pression à l'autre sous prétexte de l'éduquer, de la faire avancer, de le faire avancer. Mais ça ne marche pas. Encore une fois, si le résultat que tu veux... Moi, comme les gens me disent, mais Rav Chetrin, ça fait des années, je dis, mais oui, mais quand tu as un mur devant toi, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, qu'est-ce que tu fais? Tu dois avancer. Il y a un mur, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Les trois quarts, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, je casse le mur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dis, non, tu fais le tour. Ah, mais vous n'avez pas dit qu'on pouvait faire le tour. On peut toujours faire le tour, sinon il n'y a pas de libre arbitre. C'est exactement pareil. La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Mais deux problèmes. Premier problème, est-ce que moi je suis adapté à cette réalité? Et c'est ça le travail. D'accord? C'est que si moi je ne travaille pas ma Emouna, si je ne travaille pas ma Hirat Shamayim, si je ne travaille pas ma connaissance de Torah, si je ne travaille pas mes midot, si je ne travaille pas mes capacités d'adaptation, ma patience, mon recul, je ne suis pas adapté. Donc quand j'arrive devant l'épreuve, j'explose, je saute en l'air. C'est pas adapté. Mais c'est normal. Tu prends un petit appareil, 12 volts. Tu mets du 220, mais il va exploser. Où il est le transformateur? Donc toi, tu as 42 ans, ton fils il a 8 ans, tu mets pas de transformateur. T'es un fou toi. Ouais. Écoute mon fils, pense à ton avenir. Tu sais que si tu ne te maries pas avec la bonne personne, tu vas souffrir plus tard. Qu'est-ce que tu vas devenir? Hein? Alors choisis médecine, dentaire, avocat, chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu deviendras? Allez, pense-y depuis maintenant. Alors la femme a dit, mais chérie, il a 6 ans. Donc toi, tu lui mets du 220 volts alors qu'il peut absorber du 12 volts. Mais le pire, c'est que tu ne le fais pas dans une mauvaise intention. Pourquoi? Parce qu'en fait, inconsciemment, tu veux lui faire gagner le temps que toi, tu as perdu. Parce que comme toi, tu t'es réveillé il y a une semaine en écoutant le rabbin, donc tu dis, et toi, tu as 45 ans, et lui, il a 5 ans, tu dis, je vais lui faire gagner 40 ans. Mais ça ne marche pas. La tarte, elle a besoin de 40 minutes pour cuire. Donc même si tu as faim, il va falloir que tu attendes au moins 60 minutes. 40 qu'elle cuit, et 20 qu'elle refroidit. Tu dis, je prends 5 minutes, tu bouffes la pâte. Je la mange au bout de 40, tu te brûles la bouche. 40 pour cuire, 20 pour refroidir. Vous suivez ou non? C'est comme les enfants. La Gemara dit Chanor Hanar al Pidarko. Éduque l'enfant selon son chemin. Ouais, Darko, c'est pas le masculin de Darka, ça n'a rien à voir. Ouais. Alors maintenant, toi tu dis, ben c'est quoi le Pidarko? C'est selon son chemin. L'enfant il a 5 ans, Zéa derrière chez l'eau, tu vois, ça c'est un enfant qui réfléchit, ça c'est un enfant qui est dispersé, ça c'est un enfant qui n'a pas de concentration, ça c'est un enfant qui est fatigué, ça c'est un enfant qui a la pêche, c'est son derrière. Chanor, Hanar al Pidarko, éduque l'enfant selon son chemin. C'est ça que tu penses, toi, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ouais. Non, la Gemara dit, Mahloket, un il dit entre 16 et 20 ans, et l'autre entre 18 et 22 ans. 4 ans. Tu dis, mais je comprends pas. Il a 16 ans, c'est fini, il est déjà moulé, démoulé, khraboulé, ouais. Il a 18 ans, tu vas parler à un mec de 18 ans, tu dis, ah, papa, j'ai mes idées arrêtées, j'ai ma façon de réfléchir, ouais. C'est tard, non, 18 ans? Ça va, oui? Alors moi, j'ai pensé, maintenant ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison, mais ça, c'est l'expérience, tu ne peux pas le voir différemment. C'est qu'au fond, un enfant, quand il a, avant qu'il ait même 20, aujourd'hui, c'est à peu près 25 ans, ouais, tu lui installes des logiciels, tu lui envoies des choses, tu lui fais le Shabbat, tu lui fais les chants, tu lui fais les mitzvot, tu l'encourages, tu l'aimes, tu fais les trucs, tu fermes les yeux, tu fais comme si tu n'as pas vu. Et après, à 25 ans, tu peux lui parler. Petit à petit, tu sais, papa, voilà ce que je vais te dire, voilà ce que je ressens, moi aussi, mon fils, voilà ce que je ressens. C'est d'avoir un dialogue d'adulte avec un enfant. Combien de temps ça prend? Ça va? C'est que c'est ce moment-là qui s'appelle le moment d'échange. Mais si tu veux parler, écoute bien, si tu veux parler avec un adulte quand il aura 25 ans, ça prend 25 ans. Vous suivez ou non? Oui? Maintenant réfléchis. Il y a le fils, il y a le père. Il y en a bien un des deux qui est saint d'esprit. Ça fait le père, le fils et le saint d'esprit. Non, c'est pas grave. Donc, il y a le fils et le père. Ouais? Donc le père, oui, pourquoi, comment? Et le fils, mais papa, pourquoi tu m'aimes pas? Tu dis, dis-moi,
Ça fait 3000 générations que c'est comme ça. Il n'y en a pas un qui arrête, il dit écoute, il faudrait arrêter que les enfants soient infantiles et complexés et que les parents soient écrasants et qui les étouffent avec leurs ambitions non épanouies. Ça ne s'arrête jamais le film. La fracture parentale, on ne peut pas régler ce problème une fois pour toutes, non? Oui, non, oui, non. Alors je vous donne un secret. Un phénomène qui dure, c'est qu'il est nécessaire. D'accord? Donc cette difficulté, par exemple, à parler avec ses parents, elle vient du fait que si tu l'avais trop tôt, tu serais tellement identifié que tu ne pourrais pas être toi-même. Comme l'égoïsme des enfants. Pourquoi les enfants n'ont pas de reconnaissance? C'est très dur pour un enfant de dire merci, de rendre le bien. C'est dur. Pourquoi? Parce qu'il croit que c'est dû. C'est connu, ça, l'enfant est ingrat, même quand il est maigre. En fait, c'est pourquoi? Parce que si l'enfant, il prenait conscience de son devoir de reconnaissance, il serait tellement étouffé par son devoir de reconnaissance qu'il oublierait d'exister pour lui. Donc on a besoin que l'enfant soit ingrat pour qu'il devienne lui-même. Et après qu'il est devenu lui-même, il voit ce que ses enfants lui font, et là il se rend compte de ce qu'il doit à ses parents. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'à la bar mitzvah du petit-fils, le fils se rend compte de ce qu'il doit à son père. Ça s'appelle le décalé, le différé. Ouais, c'est pas grave. Ça s'appelle le temps de cuisson. Maintenant, imagine-toi, s'il y a le fils et le père, et ça, c'est un machal, ça veut dire que c'est une réalité réelle qui sert de dimension virtuelle à la réalité réelle que tu as entre le père et le fils. Parce que Avinu, Malkenu, nous sommes les enfants de Dieu. Ça va? Maintenant, toi, tu réfléchis. Quand moi, je m'interroge sur mon fils, mais Dieu, il s'interroge sur moi. Quand moi, je mets mon fils à l'école, Hachem, il m'envoie à l'école de la vie. Quand moi, je voudrais que l'enfant, il comprenne, Hachem, il attend que je comprenne. Quand moi, je veux enseigner la Torah à mon fils et qu'il a la flemme, Hachem aussi, il attend que j'apprenne la Torah, mais j'ai la flemme. C'est la même chose, vous me suivez ou non? C'est que c'est pire encore. C'est que cette réalité-là du père-fils, elle a été créée pour que tu comprennes cette réalité du fils-père. Oui? Maintenant, de la même manière que notre rôle de parent, c'est d'amener des enfants à la roupa équilibrée, sadique et autonome, on doit faire ça. Ils sont autonomes, ils savent faire leur parnasse à tout seuls, d'accord? Parce que s'ils confondent le banquier et son père, c'est normal que le matin on lui dira Hachem Melech, il dit Adolar Melech, Adolar Malach, Adolar Imloch, les Olam Vaed. Ouais, non, il est autonome. Il a fait la yeshiva, il a fait l'école d'ingénieur, tu lui as payé son mariage. Tu vas faire la 8e bracha des Sheva Brachot. Les 7 brachot du mariage, il y en a 8. Vous savez ou non? Non? Et ouais, sortez un petit peu. Toujours la yeshiva, la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Celle-là depuis Lyon, celle-là. La 8e bracha, la 8e bénédiction que les parents doivent faire à leur enfant le jour du mariage. Debrasek. Pslama. Allez, les verts. Je t'ai fait la yeshiva, je t'ai fait les études, je t'ai payé le mariage, je t'ai payé ton permis. Maintenant, Debrasek. Ah papa, j'en peux plus avec cette femme. Moi mon fils, je t'ai donné. Tu nous as vus avec ta mère. Tu t'as vu qu'on est venu un jour se plaindre chez toi? Non. Alors? Débrouille-toi. Va t'arranger avec elle. C'est ça le mariage. Tu prends un homme et une femme, tu les mets dans un bateau. Une barque. Tu mets une rame chacun et tu les envoies dans la mer. Et quand ils sont vraiment dans la mer, ils vont ramer. Ils vont ramer. Maintenant, il y en a, ils ne rament pas. Il y en a, ils disent, je rame pas. Moi, je rame pas. Je rame pas, je rame pas. Alors, ils dérivent. Il y en a, ils rament parce qu'il a vu ses parents faire des efforts. Alors, il essaye. Allez, chérie, viens, on parle, on évolue, viens, on grandit. Et l'autre, il ne rame pas. Il n'a jamais vu faire ses parents faire des efforts. Il ne rame pas. Il ne rame pas. Donc, comme il y a un seul des deux qui rame, il tourne en rond. Il y en a qui rament par intermittence. Ça veut dire, une fois, c'est lui qui rame, une fois, c'est elle qui rame. Une fois, c'est lui qui rame, une fois, c'est elle qui rame. Ouais, ça s'appelle Royal Air Maroc. D'accord? Non. Il faut ramer en même temps. Après, il y a ceux qui rament en même temps, mais ils rament en arrière, les deux. Voilà, je suis plus bête que toi. Oui. Je suis plus méchant que toi. Oui. Je suis plus destructeur que toi. Oui.
Il y a une femme, elle est en divorce avec son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déclaré au fils qu'il a gagné, les trucs qu'il a achetés, les trucs au black, les trucs en RS, les comptes, les montres. Le mari lui a dit, mais chérie, t'as pas compris. Moi, je voulais donner la moitié, mais il va rester plus rien. C'est que la fille, elle coupe le branche sur laquelle elle est assise. Pourquoi? Parce que, je veux dire, Bessif, c'est un nettoyant ammoniacal. Ouais. Un détartrant. Tu dis, mais chérie, c'est pour nos enfants, c'est dommage. Non, je vais te faire payer, je vais te faire crever. Qu'est-ce que tu vas crever? On va finir les deux au RSA alors qu'on a 7 millions d'euros de patrimoine. Tout l'État, il va tout prendre. C'est une marque connue, ça s'appelle Mchif Halo. Ouais. Non. Pourquoi? Parce que les deux, on rame, mais on rame en arrière. Dernière catégorie, les tzadikim, ils rament en avant. Mais il faut ramer. Rame, on dit en hébreu, rame venissa. Élève-toi, grandis. Ouais, c'est la seule manière. Maintenant, réfléchis. Moi, je vous parle du couple, je vous parle de l'éducation. Mais encore une fois, tout ça, c'est quoi? C'est tout ça, c'est les exercices pour entretenir et développer ta relation de maturité avec Hachem. Mais où il est Hachem? Il est devant la réalité. Donc, comment on appelle cette relation que Hachem crée, dans laquelle tu dois évoluer? En français, comment on appelle ça? Les choix. C'est ça, les choix. Vous comprenez ou non? C'est quoi un choix? Un choix, c'est une occasion de grandir pour celui qui l'assume et une occasion de stress pour celui qui ne veut pas l'assumer. D'ailleurs, les goïms, ils l'ont dit, l'embarras du choix. Le stress du choix. Ah, je ne veux pas avoir à décider, je veux pas... Combien des gens ils restent ensemble? 5 ans, 6 ans, 7 ans? Parce que le gars, il n'arrive pas à s'engager, ou la fille, elle n'arrive pas à lui dire, ou l'autre, il n'arrive pas... Mais attends, mais le temps, il passe. Moi, j'en ai vu comme ça, 4 ans. 4 ans. Je dis, mais je comprends pas, mais quel âge t'as? Il m'a dit, bah, j'ai 30... Attends, 24... Il m'a dit, j'ai 34 ans. Ouais. Je lui ai dit, moi, j'avais 9 enfants à 34 ans. J'ai fait, toi, t'as même pas commencé la première grossesse. Regarde sur louraleno.com, là-bas, tu vas voir ton nom, il est cité en premier. C'est-à-dire qu'il faut se bouger le derrière. Oui, mais c'est pas évident, j'ai du mal à m'engager, j'ai du mal... Ah non, te mettre debout, tu n'y arrives pas, mais t'as mangé, tu arrives. Ils sont bizarres, les gens. Ouais, mais je sais pas si on se correspond. Ah, mettre les choses à plat, c'est possible. Superposer les idées, toutes les semaines. Ouais, mais s'engager, non. Mais quelle différence? Toutes les preuves du mariage, c'est l'engagement. Toutes les preuves du business, c'est de s'engager. Voilà, il faut signer, monsieur. Ah, c'est pas évident, c'est quand même une grosse somme. Vous connaissez l'immobilier, non? C'est qu'il y a un phénomène dans l'immobilier. C'est que ça augmente. Donc quand toi tu dis, Yahasra à Marseille, on a acheté des appartements à l'équivalent 100 000 euros. Mais là, il coûte 1 million. Tu dis, mais 1 million, c'est impossible. Ok. Mais si, c'est un calva à mort. Si le 100 000, il coûte 1 million, donc le 1 million, un jour, il coûtera 5 millions. Donc tu vas revenir, toi, fondateur du site meskin.com, ouais, tu vas dire, mais je comprends pas, mais quoi? Mais 5 millions, mais c'est hors de prix, mais ça n'a pas de sens. Mais sûr que ça n'a pas de sens, il n'y a aucun sens. Ça s'appelle la fluctuation du marché. L'offre et la demande. Alors, Mazal pour toi, moi à l'époque, avant qu'il y ait le TGV, j'ai dit à des gens, je n'avais pas d'argent, j'étais un avraire. J'ai dit à des gens, vous avez de l'argent, achetez à Marseille. Ça va pas, mais non. Achetez des poubelles, achetez des immeubles, achetez de la khara. Pourquoi? Parce qu'il va arriver le TGV. J'ai dit la même chose à Strasbourg. J'ai dit, achetez, le TGV il va arriver. À Elad. Ouais. C'était impossible, ça valait rien. Il y avait un bus par jour. Ça veut dire, vous connaissez Elad? À l'époque, c'est-à-dire, c'est quand tu arrives à Khlal Khalé, il y a un panneau, il y a écrit Elad. C'est après Khlal Khalé. Mais il y a des malins, ils ont acheté. Et comme ils étaient en train de faire l'autoroute, j'ai dit à ma femme, viens, on achète. Elle m'a dit, non, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Mais non, c'est pour investir, mais ça valait rien. Vous vous rendez compte qu'on nous proposait, non mais vous allez vous taper la tête par terre. On nous proposait des appartements 3 pièces à Kriyat Sefer, Moudine, à 60 000 $. Et maintenant? Maintenant, tu prends la perceuse et tu perces. 60 000 $. Mais non, 2 400 000 shekels, tu t'approches pas. Il te regarde comme ça. Tu 2 400 000. Vous êtes un peu dans l'actualité, non? C'est 600 000 €. Une poubelle, ça veut dire que tu as une poubelle à 600 000 €. Et les gens, ils achètent. Il faut bien qu'on aille quelque part. Où on va habiter? D'accord? Alors réfléchis bien maintenant. Le mec qui l'avait à 60 000 $, c'est le même qui l'a à 600 000 €. C'est toute la vie, c'est comme ça.
La fille, elle est là. Elle est bien, elle est gentille, elle te plaît. Vas-y. Oh non, je suis pas au niveau. Elle m'a pas regardé. J'ai honte, j'ai pas de situation. Mais va. Regarde le petit gros, le moche, là, avec plein de boutons. Il a osé, ils se sont mariés. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est un mannequin, la fille. Ben, ils se sont mariés. Il a osé. Et toi, t'as pas osé. Alors, ose ou pas ose? T'oses ou pas t'oses? Il faut choisir. D'accord? Ben, il a osé, il a fait. Et dans tout, c'est pareil. Moi, je connais un fou de Sarcelles à l'époque. Il a acheté 7 appartements le même jour. Tu vois, c'est complètement débile. À l'époque, il n'y avait pas les recoupements entre les banques et tout ça. Le mec, il a été dans les ventes aux enchères. Ouais, il achète 1, 2, 3, 4, 5. Il a été dans les banques. Il a fait le crédit Khalada. 7 appartements. Tu sais quel âge il avait? 21 ans. Tu vois, il est fou. Ben, c'est un fou. Parce qu'il faut être un petit peu raisonné. Il faut être un peu intelligent. Il faut être ok. Et ben, il a fait ça il y a 2 ans avec 68 appartements. Et toi, Bliainara, ton HLM, tu ne vas pas l'acheter, il n'est même pas à vendre. Tu dis, mais grâce à Dieu, on a les APL. Alors, je n'ai pas dit ça qu'il faut faire de l'immobilier. J'ai dit qu'il faut avoir des fois l'intelligence de bouger. Comme tu te bats, tu dis, mon fils, il rentre à Coltora. Ah, comment il va rentrer à Coltora? Va, tu te bats, tu pleures, tu mets un coup de boule, tu leur promets 100 000 euros, il va rentrer. Après, il va leur prouver que c'est un gaon, il va le faire. Ouais, toi tu dis non, vous savez, nous on est des gens simples, Quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Miss Univers, c'est tous les ans. Miss Monde, c'est tous les ans. Mais toi, Miss King, c'est tous les jours. Non, il faut avoir, on appelle en français la grandeur d'âme. Mais qu'est-ce qui fait que tu choisis le grand ou le petit? Parce que tu es en face d'une réalité. Qui c'est qui te la propose? Le bon Dieu. Maintenant, évidemment qu'il y a un malaise. Bah oui, parce que c'est pour ça que c'est dur, parce qu'il faut s'engager, parce qu'il faut rentrer dans la réalité, parce qu'il faut oser, parce qu'il faut se mouiller, parce qu'il faut se casser la tête, parce qu'il faut pleurer, parce qu'il faut regretter, parce qu'il faut se remettre en cause. Il y a un prix à payer. Mais le prix à payer en vérité, c'est ce qui fait que tu deviens ce que tu es censé devenir. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le mariage plug and play. Ah, il m'a dit, Rabbi Chitrit, ça fait 15 jours qu'on est mariés, on n'arrête pas de s'engueuler. Je dis, mais qui t'a épousé? Une imprimante? C'est vrai, aujourd'hui, vous vous rappelez à l'époque, on achetait une imprimante, il fallait la programmer, il fallait aller dans Windows, il fallait faire les codes, next. Maintenant, tu la branches, elle est reconnue par Windows, c'est-à-dire le driver, il est déjà dedans, et hop, tu imprimes. 5 minutes après, tu imprimes. Les gens, ils croient, on se marie comme on branche une imprimante. Non, il faut construire le couple. C'est minimum 10 ans. 10 ans! Mais j'aurai jamais la patience. C'est comme tu veux. Divorcer, c'est moins long. Mais se marier, ça prend du temps. C'est normal. Marier des couleurs. Ouais. Marier des opportunités. Marier des capacités. Donc marier, tu as compris, c'est mélanger. Donc, alors écoutez bien cette idée, et après je vous laisse tranquille. Pourquoi en français, je m'excuse pour les gens qui l'ont entendu déjà, mais moi aussi je l'ai entendu. J'assiste à tous mes cours. Ah, je suis très attaché. Je suis presque fidèle. Je crois que je suis le plus fidèle depuis que je donne cours. C'est moi qui assiste à tous mes cours, je peux le dire. Alors, écoutez ce raisonnement. Il vaut ce qu'il vaut, comme disait le créateur de la Volvo. Ouais. Pourquoi, quand il y a un problème et qu'il y a une solution, quand la solution apparaît, le problème disparaît? Les gens disent, ben, c'est évident, il y a un problème, il n'y a pas de solution. Waouh, il n'y a pas de solution. Et d'un seul coup, il y a la solution. Donc quand la solution apparaît, le problème disparaît. C'est comme si physiquement, tu dis, bon, excusez-moi, Rav, il y avait l'obscurité, on a allumé la lumière. Question, où est l'obscurité? Je dis, ben, l'obscurité disparaît quand on allume la lumière. Ça va jusque-là ou? Ouais, oui, non, ok. Donc tu dis, alors c'est normal que le problème disparaît quand la solution apparaît. Ça va? Ok. C'est faux. Moi, je vois des gens, ils ont des problèmes, je leur donne des solutions. Ils gardent la solution et le problème. C'est que les 3/4 des gens, ils savent très bien ce qu'il faut faire. La preuve, ils le conseillent à leurs proches. Mais eux, ils ne le font pas. Alors pourquoi est-ce que, attention, la connaissance de la solution ne suffit pas? Écoutez bien, en fait, c'est un effet chimique. Écoutez bien. Le mot solution en français, il veut dire solution. Résolution. Donc problème, question, solution. Ok.
Mais le mot solution, il veut dire aussi mélange. Solutionner. Tu solutionnes le sucre dans le café. D'accord? Maintenant, pourquoi le mot solution, il veut dire mélanger et il veut dire résoudre? Les deux. Alors, je vous dis pourquoi. Parce que toi, tu crois que quand tu as un problème, il te faudrait une solution. D'accord? Une phrase de la Torah, un conseil du rabbin, une thérapie chez le psychologue, un stress qui t'oblige à rentrer dans la situation. Donc tu crois toujours que le problème, il vient de l'extérieur. Et même la Torah, c'est l'extérieur. Mais toi, ce que tu dois faire, toi, tu dois te solutionner avec le problème. Tu dois te mélanger avec le problème. Donc numéro 1, Emouna, tu l'acceptes. Numéro 2, tu t'impliques. Numéro 3, tu grandis. Parce que c'est quoi la maturité? La maturité, écoutez bien, c'est la résonance résultante. C'est-à-dire, c'est le résultat de maturité atteint par la résonance de l'effet d'investissement dans une réalité. C'est-à-dire que quand tu t'investis, la résonance, c'est le développement de la maturité. Tu assumes, tu grandis. Tu assumes, tu grandis. Donc en vérité, la solution, c'est pas ce que tu as entendu. La solution, c'est que ça t'a donné une information, ça t'a donné une trame, ça t'a donné une direction, ça t'a donné une motivation qui t'a obligé à t'investir. En t'investissant, tu as changé. En te changeant, tu as augmenté ton niveau de maturité. Maintenant, quand tu augmentes ton niveau de maturité, le problème disparaît puisque ce problème il était adapté à un certain niveau de maturité inférieur. Quand tu as augmenté ta maturité, tu n'as plus le problème. D'accord? Maintenant, la Torah, elle t'oblige à assumer. Donc, c'est une école de maturité. Vous suivez ou non? Tu prends l'information, et ça, c'est Vayadarta Ayom, ouais, tu sauras, qui Hashem ou Elohim, va Hashevota El Levavecha. Tu vas rentrer la chose dans ton cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'intériorité de la personne. C'est quoi? C'est l'essence de l'être. C'est ça, c'est la source de l'impulsion première. C'est le jeu dont on parlait. C'est le Mekor Haratson, c'est la source de la volonté. C'est cet endroit-là qui doit changer. Maintenant, je vous dis la vérité. Encore une fois, je n'ai pas votre expérience. Moi, j'ai à peine 20 000 personnes par an. Mais je vois des gens, ils ne savent rien. Genre, Breton, Picardie. Ouais. Ils font teshuva. Ils apprennent, ils écoutent les cours. Il y en a, ils me disent, mais grave, j'écoute tous les jours, j'écoute un cours par jour. Je lui dis, mais t'es fou, tu vas faire une overdose. Je fais, prends un cours et travaille sur le cours. Travaille pour qu'il te pénètre. Travaille pour que tu changes. C'est que tu travailles un mois sur le Lekavzout, c'est terminé, tu n'as plus de problème de Lekavzout. Ouais. Travaille un mois sur ta peur, tu n'as plus peur. Mais les gens, ils écoutent le cours sur la peur, après ils écoutent le cours sur le respect de soi, après ils écoutent le cours sur la joie. Ah, ça me fait du bien, ah, ça me met dans une ambiance, ah, vous êtes mon oxygène, ah, vous êtes ma lumière. Tous les jours, je lis ça. Mais j'ai pas besoin d'être ta lumière, Gabriel, j'ai besoin que tu changes. Moi, j'ai des élèves, ça fait 10 ans qu'ils écoutent, 20 ans. Et des fois, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. À Botaï, tu peux connaître la recette du pain. Tu la connais. Mais il faut pétrir. Va pétrir. À quoi ça sert? J'ai compris. Alors, on met l'eau, on met la farine, on laisse monter une fois, deux fois. Il faut pétrir. Mets tes mains dedans. Vas-y, pétris. Mets tes mains dedans. Travaille. Donc, tu apprends l'information. Tu prends la distance entre l'information et toi. Après, tu mesures chez toi qu'est-ce qui manque par rapport à l'information, qu'est-ce qui est déjà acquis par l'information. Après, tu tires des principes de ce que tu as compris. Après, tu fais un portrait robot de ton intériorité grâce à ce que tu as appris. Et après, tu fixes des exercices pour devenir. Parce que quand tu fais des abdos, tu as bien compris que ce mouvement développe les abdominaux. Mais il faut faire des abdominaux. Donc, si tu fais des abdominaux pour avoir des abdos, quel genre d'exercice tu fais pour avoir de la patience? Mais je suis nerveux. Quel genre d'exercice? Quel genre d'exercice tu fais pour voir positivement? Quel genre d'exercice tu fais pour réfléchir avant de parler? Quel genre d'exercice tu fais pour réfléchir avant de t'angoisser? Si tu ne les fais pas, tu fais l'inverse. Donc toi, tu travailles ta névrose. Elle augmente. Tu travailles ta peur. Elle augmente. Tu travailles tes doutes. Je vois des gens, ils cultivent leurs doutes. Qui a dit où c'est marqué? Comment c'est marqué? Ah, j'ai vu ça, j'ai compris ça, mais c'est difficile. Et puis on dit ça, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et après, ils sont perdus. Ils sont perdus, je comprends rien, je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à décider, j'arrive pas à m'engager, j'arrive pas à signer, j'arrive pas à dire oui, j'arrive pas à dire non, je vais dire... Mais c'est normal, tu as cultivé ton doute. C'est pour ça que toujours je demande aux gens, même quand ils ont une grande barbe comme ça, et même quand ils sont raves ou fils de rave, je dis, vous mangez du cochon? Vous mangez du cochon? Ah, c'est shalom.
Manger le cochon? Ça va pas, non? Vous mangez pas de cochon? Non. C'est vrai? Béhémet, vous mangez pas de cochon? Non. Même à minuit, un dimanche soir, à Saint-Étienne, avant la fermeture de la gare, que t'as pas mangé toute la journée, et que le seul truc qui reste, c'est un jambon beurre, et personne te connaît. Tu regardes tous les côtés, tu vois pas un fudge, tu te dis j'ai faim, et il y a ce sandwich qui te regarde. Tu dis mords-moi, mords-moi. D'un autre côté, tu dis c'est assourd, du cochon, du beurre, basar halav. Tu dis allez, j'enlève le beurre. Hassidout. Mais non, papa. Tu manges du cochon, toi? Il m'a dit chas shalom. Pour 100 000, tu manges du cochon, chas shalom. Pour 1 million d'euros, voilà, je te donne 1 million d'euros en cash, non déclaré. Tu manges le cochon, et il dit même pas en rêve. Je veux dire, comment tu peux insulter ta femme? Comment tu peux faire du lachon hara? Comment tu peux regarder des films qui sont ni pour nous, ni pour vous? Qu'est-ce qu'il te dit? Je suis pas au niveau. Genre, il faut une échelle pour manger cachère. C'est tu montes, je suis au niveau. Moi, quand j'étais jeune, quand le Yetzirah il venait, je disais, je peux pas fauter, je suis pas bassalé. Alors moi-même, je disais, mais t'es pas bassalé. Je dis, ok, mais je suis pas fauté. C'est qu'il se fout de ma gueule, je me fous de la sienne. T'as le droit de mentir à un menteur. Ouais, Esav, Yaakov, il a dit à Esav, si tu viens chez moi, Esav, je suis Esav. Si tu viens Achi, je suis Achi. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, qu'est-ce qu'elle a compris? Que débrouille-toi pour assumer la situation. Débrouille-toi pour t'impliquer dans la situation. Débrouille-toi pour changer. Maintenant, comment tu le sais que tu as changé? C'est très simple. Ouais. C'est marqué dans le passouk. Vaya askuba evel vaya avlou. Ils se sont occupés de choses vaines, ils sont devenus vains. Il dit le Rav Yerucham Levi, quand quelqu'un il s'implique dans quelque chose de vrai et qui s'implique vraiment dans cette chose-là, il sent qu'il prend une kvedout, il prend un poids, il prend une maturité. Vous savez, kaven en hébreu, ça veut dire lourd. Ouais. Alors quand quelqu'un il a fait 20 ans de médecine, tu dis ouais, c'est du lourd. Quand le mec il a 4000 appartements, tu dis ouais, c'est du lourd. Ouais. Quand le mec il est spécialisé dans je sais pas, la chirurgie du cerveau, tu dis c'est du lourd. Mais tu dis pas il est blata, il est tumble. Tu dis c'est du lourd. Donc ce lourd là il est bon. Et ben pourquoi le mot kaved il vient du mot kavod? T'as compris ou non? C'est que normalement quand tu fais des choses vraies, tu deviens vrai. Quand tu assumes, tu deviens mature. Quand tu dépasses ton Yetzirah, tu deviens autonome. Quand tu maîtrises ta colère, tu deviens calme. Donc tous ces moments-là où tu t'es assumé, c'est là que tu deviens ce que tu es censé devenir. C'est pour ça que les gens, ils se plaignent, ils pleurent, ils râlent, mais ils ne deviennent pas, ils ne changent pas. Décide-toi. Regarde, quand tu as commencé la vente, tu paniquais, tu stressais, tu ne savais pas quoi dire au client. Des fois, tu disais ton prix de revient, Gabriel, au lieu de dire ton prix de vente. Ouais. Et maintenant, après 5 ans d'expérience et 3,5 millions de ventes, eh ben, tu es détente, tu veux bonjour, asseyez-vous là. Tu sens tout de suite, celui-là il a un potentiel, celui-là je perds mon temps, celui-là ça sert à rien. Pourquoi? L'expérience elle est rentrée. C'est pareil, toi la première fois, tu te rappelles les premières halotes, comment il disait ton mari? Ah, un départ pas. Non, j'ai oublié de mettre la levure. Eh ben c'est pas grave, il n'y a pas que ça qui s'est pas élevé, d'accord? Donc maintenant, donc ça veut dire quoi? Et maintenant, en discutant avec tes belles-filles, tu fais les tresses à 4 morceaux, tac, 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 en parlant. Oui, alors écoute-moi bien. La dafina, c'est très simple, voilà. Tu prends ça, tu fais revenir le blanc. Tu vas t'arriver à faire les deux en même temps, c'est normal, tu as pris de la maturité. Alors ça s'appelle, Rav Dessler, il appelle ça Zemetiuto, c'est sa réalité. C'est qu'il faut que ta Torah, elle devienne ta réalité. Il faut que tes midot, ils deviennent ta réalité. Il faut que tu dépasses la culture. Mais il y a beaucoup de gens qui confondent je sais et je suis. Je sais et je suis. Savoir, c'est le plus facile. Les gens, ils sont impressionnés parce que l'autre, il connaît des centaines de Gemarotes, mais c'est rien. Moi, une fois, j'ai rencontré un gars à Strasbourg qui avait fini le Talmud. Alors, qu'est-ce que tu vas te lever devant lui, Kavod Arav? Non, apprendre, c'est rien. Tous les jours, tu apprends, à la fin, tu connais. Ce qui est dur, c'est de devenir. Alors, comment on devient en assumant? Donc, maintenant, elle est là, la clé. La clé, elle est que tous les choix qu'on assume sont bons. Tous les choix qu'on assume sont bons. Pourquoi? Parce que si dans l'absolu c'est un bon choix, en l'assumant, tu as vécu quelque chose de bien. Et si dans l'absolu c'est un mauvais choix, en l'assumant, ça devient une expérience. Donc une fois tu as gagné en réussite, une fois tu as gagné en maturité. Donc les deux fois tu as gagné.
Mais quand tu n'assumes pas, même si le choix il est bon, on t'a envoyé la femme qu'il faut, mais toi tu n'assumes pas. Tu divorces pour des bêtises. On t'a envoyé un enfant intelligent, faut assumer, baba. Vas-y, travaille. Allez, vas-y, fais de la Gemara, fais de la Mishnah, parce que le gosse là, fais attention à toi. Hein. T'as vu, il connaît les Rashi par cœur, il a 4 ans. Tu sais ce qu'il va te faire celui-là à 7 ans? Il va trouver le tirouzou, la couchette de Rabbi Kibaiger. Tu me dis Rabbi Kibaiger, qu'est-ce que c'est? C'est une sauce? C'est quoi? Donc si tu as la malchance d'avoir des enfants intelligents, fais attention, il faut vite que tu les rattrapes. Sinon, tu vas être obligé de les rabaisser parce que tu vas avoir peur qu'ils se rendent compte que tu es nul. Donc la question, elle est, est-ce que la vie, c'est une série d'épreuves ou est-ce que la vie, c'est une série d'opportunités? Les gens malins, ils voient des opportunités. Les gens bêtes, ils voient des épreuves. Maintenant, quand toi, cette réalité qui vient devant toi, on a dit ça s'appelle le choix. En vérité, ça s'appelle une opportunité. Quand tu l'assumes, eh ben, ce choix, il te fait grandir. Et si tu vas dire, ben, c'est pas évident, c'est difficile, on n'y arrive pas forcément, des fois ça marche pas, on n'a pas le niveau, on n'a pas la psychologie, on n'a pas ce que tu veux. Mais sache une chose, c'est que si tu as du mal à soulever 20 kilos, tu auras encore plus de mal à soulever 40 kilos. Mais je te promets que si tu t'entraînes à soulever 20 kilos, un jour tu soulèveras 40 kilos facilement. Donc en vérité, ça veut dire que l'effort, il est la garantie de réussir à faire des efforts. Par contre, le non-effort, que tu puisses le légitimer, le justifier, le détourner, ça ne change rien, mais tu n'as pas fait l'effort. Comme tu n'as pas fait l'effort, tu n'es pas fort. Et donc ce qui fait que la vie elle est dure, c'est pas que la vie elle est dure, c'est que toi tu es faible. Mais si toi tu es fort, la vie elle est facile. Maintenant, tu n'as pas le choix de choisir une vie facile, mais tu as le choix de devenir fort. Donc, fais des choix que tu assumes, et tu verras que tu deviens fort. Et quand tu es fort, la vie elle est facile. Alors, Hazakobo. Merci à vous tous. Ah oui, alors, je profite tant que vous êtes là. Il vous aide à grandir, à vous élever, à faire le nachat, à avoir la patience avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, une parnassa beshefa, que tous viennent à la Kedusha, que vous accompagnez vos enfants à la choupa, avec les bonnes familles dans la parnassa, kala vecheni ratson, venovar amen. Parce que j'ai été sandak, c'est pour ça. À bientôt. Ça m'a fait plaisir. Ça va toi? Moi aussi, pas cher. On va dormir ce soir? Non, je repars là, je le train à 17h30, je sais pas quoi, 50. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi. Ouais.